Bonjour et bienvenue au 360, le magazine d'actualité d'Eau-de-Zone TV. Au menu de cette émission, les médias indépendants et la problématique du gaz de schiste en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous ferons donc un petit tour d'horizon de la presse indépendante avec une entrevue avec le rédacteur en chef du mensuel Le Ravi. Et nous aurons un petit portrait de la Radio Grenouille, qui est une radio libre de Marseille. Aussi en chronique, Sabrina Baldassi abordera l'importance de bien choisir ses sources d'information. Mais avant tout, allons sur le terrain pour voir la situation de l'exploitation et de l'exploration du gaz de schiste en PACA. La découverte de gisements de gaz de schiste et d'autres hydrocarbures non conventionnels un peu partout sur la planète a suscité des débats sur des questions environnementales et économiques. La France et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne font pas exception. Bien qu'ici, il n'y ait pas d'exploitation de cette ressource, plusieurs acteurs de la société se sentent interpellés. Voici donc un reportage sur le sujet. Nous, on fait un travail de sape continuelle et d'information auprès du public pour arriver à ce que la mobilisation monte pour s'y opposer à cette prolongation. Cette prolongation, c'est celle du permis d'exploration et de recherche d'hydrocarbures non conventionnels sur le territoire de l'ancien site minier de Gardanne. Cela mobilise plusieurs citoyens qui se sont regroupés pour former le collectif Vigilance Gaz de Gardanne. La loi, normalement, dit que tout permis renouvelé perd sa surface de moitié. Là, ça a été une fois, je crois, à Lens-le-Saunier, on nous a dit, reconduit sur la même surface pour cause de non-activité. C'est vrai que depuis 3, 4, 5 ans que ce permis d'exploration ici existe sur le territoire, il ne s'est rien passé. EGL, la compagnie australienne EGL et Héritage, ils n'ont rien entrepris, aucune recherche. Donc ils peuvent se baser sur cet argument-là pour dire voilà, on voudrait bien continuer à chercher dans le même périmètre. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, plusieurs collectifs, comme celui de Gardanne, ont été mis en place dans les dernières années pour s'opposer aux demandes de permis. Pour l'instant, 2 demandes de permis d'exploration dans le Var ont été rejetées en novembre, tandis que 3 demandes touchant le Vaucluse et les Hautes-Alpes sont toujours en attente. Je pense que dans la région, il y a des problèmes par rapport à des permis qui ont été signés, donc qui engagent économiquement l'État. Je comprends que l'État préfère empêcher d'une manière ou d'une autre, tout en laissant les permis exister, pour des histoires d'économie, parce qu'une abrogation, c'est beaucoup d'argent à rembourser. L'État s'est engagé, je respecte le contrat que l'État, même si ce n'était pas mon gouvernement, a signé avec des entreprises privées. Mais on va aller justement par la révélation, j'utilise ce terme aussi, la révélation que ce n'est pas la solution dans les territoires, et petit à petit, ces permis vont s'éteindre. Alors je regrette que moi, ici, cofondateur du collectif contre les gaz de charbon en pays gardannais, je regrette que nous ayons notre permis le plus ancien de France, qui date de 2002, qui vient encore d'être renouvelé. Donc il va falloir regarder de plus près pourquoi faire. Mais je pense que c'est un chant du cygne plus qu'autre chose. Nous, on aurait préféré qu'on abroge le permis, d'ailleurs tous les permis en France, c'est l'objectif, ce qu'a demandé le député d'ailleurs, donc notre député, François-Michel Lambert. L'abrogation totale, ça permettrait de repartir à zéro sur des bases saines, sur des grands débats sur les enjeux, les choix énergétiques. Je ne vois pas comment on peut garder encore ce type d'épée de Damoclès sur le dos des populations locales en disant vous allez avoir un permis, puis après on va vous l'enlever. Les gaz de schiste, c'est pas sûr, on ne sait pas combien il y a de quantité, les répercussions, on ne sait pas trop, c'est vraiment flou. Aujourd'hui, le code minier amène à ce que les élus locaux ne sont pas informés en préalable, encore moins sollicités en termes d'avis. Donc ça n'a pas changé. Par contre, le code minier, lui, va bientôt changer. Donc je garde espoir, et même un engagement fort, à ce que ce code minier qui date de presque 2 siècles pour sa base, qui a évolué évidemment, mais qui, ces dernières évolutions datent d'il y a plus de 40 ans,
ce code minier soit dans la modernité, dans l'idée de la décentralisation, dans l'idée de la responsabilisation et de l'implication des élus locaux, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. C'est totalement étatique, centralisé auprès de quelques acteurs. Le nouveau code minier, là où il faut se battre, c'est faire en sorte que tant les élus que les citoyens soient informés et partie prenante au préalable de tout projet dans leur territoire pour l'accepter ou pas. Et une fois qu'un projet est accepté, il est beaucoup plus performant. Et c'est ça que l'on doit comprendre. On est dans le 21e siècle. Le 21e siècle, c'est la démocratie participative, c'est l'appropriation par tous de ses propres choix. C'est plus d'imposer d'en haut pour les gens d'en bas. Je fais confiance aux citoyens parce que tout part de là. Et donc ils sont présents, ils continueront à l'être. Je suis persuadé, et j'en serai, que des élus, le cas échéant, se mobiliseraient si les choses devaient mal évoluer. J'espère simplement qu'on se mobiliserait effectivement assez tôt. Mais je pense que là, il n'y a pas trop de soucis. Je veux dire, même si les élus n'ont pas tous les matins sur leur bureau de l'information, ils sont quand même au fait des problèmes majeurs. Et quand sur ce sujet-là, les choses bougent de façon importante, on le sait quand même. En France, la fracturation hydraulique, technique par laquelle on extrait le gaz de schiste, est interdite. Le principe, fissurer la roche de schiste avec des charges explosives, puis envoyer à très haute pression un mélange de sable, d'eau et de produits chimiques. Les bulles de gaz ainsi secouées remontent alors via le forage à la surface. Mais cela nécessite de grandes quantités d'eau. Près de 15 millions de litres pour chaque fracturation, ce qui peut se répéter 10 fois sur un seul et même puits. Et malgré la surveillance, le mélange envoyé à haute pression peut parfois s'infiltrer jusqu'aux nappes phréatiques et les polluer. Le président François Hollande s'est toutefois dit ouvert à la recherche sur d'autres techniques alternatives. De son côté, François-Michel Lambert voudrait que l'on y renonce totalement. En décembre, il a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, et ce, peu importe la technique utilisée. Nous restons fermement hostiles à tout projet de gaz de schiste, mais développons la recherche pour voir non pas comment on peut extraire simplement du gaz, mais comment globalement, grâce aux technologies modernes, nous pouvons peut-être demain trouver une source d'énergie. Je ne dis pas qu'on y parviendra, mais je dis qu'on aurait tort de ne pas faire de la recherche sur ce sujet-là. Aller détruire notre sous-sol avec tous les risques que cela entraîne sur notre environnement et sur l'eau et l'usage de l'eau en particulier, et sans compter toutes les autres conséquences que l'on connaît bien, eh bien, ce n'est pas quelque chose d'admissible. Alors, quelles conséquences je fais de ces deux constats? D'un côté, celui que je viens de faire et qui me conduit à dire non, pas question de faire du gaz de schiste, et de l'autre, celui que je fais en ayant les yeux ouverts, de constater que c'est en train de nuire de façon très importante à l'économie française dans un temps où l'économie française, je ne pense pas aux sociétés qui ont des belles cotations en bourse, je pense à ceux qui cherchent du travail aujourd'hui, qui ont du mal à se nourrir, qui ont du mal à se chauffer, qui ont du mal à avoir un logement parce qu'ils n'ont pas de ressources et à qui une économie florissante donnerait cet emploi-là. La vérité, c'est que nous avons des alternatives de territoire. Chaque territoire peut développer de l'emploi en utilisant ses déchets, sa biomasse bois, par exemple. Alors que le gaz de schiste, ce seront des investissements étrangers qui viendront remplir la poche des actionnaires rarement français. Et les techniciens, ils ne seront pas français. On risque d'avoir les emplois des chauffeurs, des gardiens de site, et après les emplois pour nettoyer les dégâts. C'est tout. Cette vérité, elle n'est jamais dite. Avec Internet et l'énorme quantité d'informations qui est véhiculée, difficile de s'y retrouver. C'est ce dont nous parle Sabrina Baldassi. Bonjour Sabrina. Bonjour Eliane. Alors,
comment procéder pour trouver de bonnes sources d'informations dans tout le flux d'informations qu'on trouve sur le web? Alors, il faut savoir qu'avec tous les nouveaux supports d'information qui s'offrent à nous, la télé, Internet et maintenant les smartphones, nous sommes devenus des êtres hyperactifs. Donc, ce qui est important de faire si on veut trouver de l'info et de l'info fiable, c'est de prendre le temps. Et prendre le temps, c'est nécessaire aussi pour développer sa pensée critique. Donc, en fait, c'est un peu comme quand on va aux courses. Il faut prendre le temps de dénicher le bon produit qui nous convient, la bonne affaire. Eh bien, quand on va à la recherche d'infos, c'est exactement pareil. Il faut prendre le temps. Ça passe d'une part par les moteurs de recherche sur Internet? Absolument, Eliane. Il faut diversifier ses sources au maximum. Alors, il n'y a pas que Google comme moteur de recherche, même s'il reste le moteur de recherche favori des Français. Et il est vrai qu'il nous offre aussi une multitude de fonctionnalités très intéressantes. Donc, il faut diversifier les sources. Donc, il existe une multitude de moteurs de recherche différents qui sont parfois aussi spécialisés. Donc, par exemple, si on s'intéresse à de l'information image, il y a un moteur de recherche qui s'appelle Tinai, qui est assez intéressant, même si Google Images est intéressant aussi. Il y a des moteurs de recherche spécialisés dans l'éducation et la recherche, comme Base par exemple. Il y a aussi des moteurs de recherche écologiques et solidaires qui reversent une partie de leurs bénéfices à des œuvres. Voilà, le but étant de diversifier un maximum ses sources. Pour être au fait de l'actualité, il est important de vérifier les mises à jour. Alors il y a des outils dans votre moteur de recherche qui vous permettent justement de référencer les informations que vous recherchez en fonction du moment auquel elles ont été référencées sur le moteur de recherche. Donc utilisez vraiment ces outils si vous voulez être au fait de l'actualité. Alors, bien entendu, il est important aussi de comparer les informations entre différents sites. Encore une fois, c'est comme quand on va aux courses. On ne s'arrête pas au premier produit qu'on trouve sur l'étal. Il faut comparer les informations entre différents sites, vérifier les sources, vérifier qui sont les auteurs de ces informations, qui se cachent derrière un site. Toutes ces informations-là vont vous permettre vraiment de décortiquer l'information que vous avez trouvée et d'aller même parfois un petit peu plus loin. Alors, en parlant justement d'aller un petit peu plus loin, consulter les avis et les commentaires des internautes, ça aussi c'est très important parce que parfois les commentaires et les avis sont une véritable mine d'informations. Parfois, ils nous amènent vers des liens qui nous aident à compléter l'information qu'on a trouvée. Et parfois, tout simplement, c'est intéressant d'avoir l'avis des autres internautes. Et dans la grande quantité d'informations, comment on choisit notre contenu? Le contenu qui nous intéresse, comment on le sélectionne? Alors, sélectionner le contenu, c'est important. Ça dépend de ce qu'on recherche, évidemment. Ça dépend peut-être aussi de nos convictions, des valeurs qu'on défend. Et pour ça, il faut absolument sortir de ce que j'appelle, moi, l'autoroute des médias de masse. Donc, l'autoroute des médias de masse, c'est quoi? Eh bien, ce sont les quotidiens traditionnels, en fait, qui bénéficient d'une très grande exposition comparée à d'autres. Donc, moi, je vous invite à prendre La Nationale. Alors, La Nationale, c'est quoi? Ce sont tous les médias alternatifs et indépendants qui offrent souvent de très bonnes surprises. Alors la différence, c'est que dans les médias alternatifs et indépendants, eh bien, souvent c'est un gage en fait d'une information plus objective, et ça nous permet aussi d'avoir parfois des dossiers qui sont plus fouillés, plus recherchés, et des sujets qui ne sont pas forcément couverts par les médias de masse. C'est-à-dire le média alternatif va parfois couvrir des sujets qui sont complètement ignorés en fait par les grands médias. Et dans ces types de médias, est-ce qu'il y en a que vous préférez? Moi, j'aime bien Agoravox, par exemple, qui est donc sur le mode de la participation. Donc, ce sont les internautes qui participent, qui peuvent alimenter le site, en ayant bien entendu vérifié les informations qu'ils vont poster. Voilà, je trouve que c'est un mode intéressant, puisque ça ressemble un petit peu à notre mode de fonctionnement à nous, qui sommes une télévision participative. Sinon, il y en a un autre qui est assez connu, c'est Mediapart, qui fonctionne sur le mode de l'abonnement, par contre. Et une question que des gens peuvent se poser, pourquoi on s'abonnerait à un média alternatif sur le web quand on peut avoir une panoplie d'informations gratuites? Alors, c'est une bonne question. Alors, effectivement, s'abonner
à un média alternatif et indépendant, c'est un acte militant en fait, c'est un acte politique on peut le dire. Ça nous permet en fait de financer des journalistes afin de leur donner des conditions de travail optimales. C'est-à-dire qu'un journaliste a besoin vraiment d'être indépendant, d'une indépendance financière pour pouvoir couvrir tous les sujets qu'il trouve intéressants. Donc d'un côté effectivement je vais payer pour pouvoir permettre à des journalistes de travailler dans des bonnes conditions. Mais d'un autre côté, quand je consomme de l'information gratuite, ce que je sais ou que peut-être je ne sais pas, c'est que je suis la cible d'un tas de messages publicitaires qui vont être enregistrés par mon cerveau et qui vont me pousser plus tard à les consommer. Donc il faudrait faire une étude, je ne sais pas, mais peut-être que finalement, en consultant de l'info gratuite, on dépense beaucoup plus qu'en décidant de dépenser une modique somme pour s'abonner et faire vivre un média indépendant et alternatif. Est-ce qu'on a des pistes pour aller plus loin sur cette réflexion sur les médias indépendants? Alors oui, tout à fait. Alors moi, je souhaitais parler d'un documentaire qui est sous forme de DVD. Il est en vente, donc on peut le trouver sur Internet. Ça s'appelle « Les nouveaux chiens de garde ». Alors c'est un documentaire de Gilles Balbastre et Yannick Kergoa. Et c'est un documentaire qui lève un peu le voile sur les connivences entre la presse et le pouvoir. C'est-à-dire la question qui est posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment dire que la presse est indépendante alors qu'il y a quelque part un peu une mainmise de l'État et de gros groupes financiers sur les grands médias de masse. Il y a aussi le site d'une association qui s'appelle Acrimed. Alors Acrimed, c'est pour Action Critique Média. Alors Acrimed, c'est une association à but non lucratif qui a pour but d'analyser, de décortiquer et de critiquer le paysage médiatique français. Alors je vous invite vivement à consulter le site d'Acrimed parce qu'il nous apporte vraiment un décryptage très intéressant de l'information et une lumière différente, on va dire, sur les faits de société et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Parfait, merci Sabrina. Alors, on prend ça en note. Merci. Merci Eliane. Dans les dernières années, avec Internet, l'augmentation des contenus gratuits et la diminution des investissements en publicité, les médias traditionnels de la planète ont connu une crise. En marge, des médias indépendants, bien que rares, ont continué d'exister. C'est le cas du Ravi, un mensuel de la région PACA, qui, comme le santon qui a inspiré son nom, ne baisse jamais les bras. Le 360 est allé rencontrer Michel Guéraud, rédacteur en chef de cette publication. Et en premier lieu, nous lui avons demandé quelle est l'importance et le rôle des médias indépendants dans le paysage médiatique français. Je pense qu'on joue un rôle important malgré tout, mais c'est pas facile. C'est-à-dire que par exemple, nous, on est un peu un objet en France presque unique, c'est-à-dire on veut faire et on fait un canard indépendant régional à cette échelle-là, c'est-à-dire du local, mais pas à l'échelle toute petite d'une ville, mais d'une région. Donc ça, on est quasiment les seuls en France à faire ça. Ça donne une idée de la difficulté. Comment on survit? Alors déjà, dans la question, il y a un peu la réponse. C'est-à-dire que effectivement, on survit. On survit et en même temps, nous, ça va faire 10 ans l'année prochaine qu'on existe. Donc c'est à la fois fait de briques et de broc, c'est-à-dire que nous, on est sur une logique, par exemple, de tiers secteur, d'économie mixte. Il y a du bénévolat, on se paye très mal. On fait appel beaucoup à nos lecteurs, mais aussi on vend quand même, donc on est dans le circuit alternatif, c'est-à-dire qu'on trouve le Ravi par exemple dans des lieux différents comme des librairies, des endroits, des épiceries un peu solidaires, paysannes, etc. Donc on le trouve là, mais on est aussi chez les marchands de journaux classiques et on vend, on gagne aussi de l'argent comme ça en vendant un journal, des abonnements. On a un peu de publicité, c'est très compliqué. On a un peu aussi
de subventions sur des actions qu'on fait, pas le journal, mais par exemple on fait de l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on va dans les lycées, les collèges, auprès des jeunes dans des quartiers dits difficiles et on part de la presse, du dessin de presse, puisqu'on en fait, et ça, des fois on arrive à le faire un peu subventionner. Donc c'est du tiers secteur, et avec tous ces petits bouts là, de ficelle, eh ben, on arrive à tenir. Et finalement, on tient. C'est-à-dire que on a vu, c'est ce qu'on raconte par exemple dans une enquête qu'on a fait il n'y a pas très longtemps en sortant une nouvelle formule sur les médias pressés comme des citrons. On a vu en 10 ans plein de journaux disparaître et parfois des journaux qui étaient beaucoup plus riches que nous et qui étaient marketés, qui étaient calibrés. Qui avaient été pensés comme ça pour toucher une cible, comme on dit dans le dans le marketing, justement. Nous, mine de rien, c'est l'histoire du chêne et du roseau, peut-être. Donc on est le roseau, on plie, on est petit, mais on arrive à passer les tempêtes, jusqu'à présent. Je disais tout à l'heure qu'on se payait très mal. On pourrait donc gagner mieux notre vie ailleurs. Notre travail, c'est notre motivation. On se paye en fait en se faisant plaisir. Et on espère en se faisant plaisir, nous, on fait plaisir les autres. Donc il y a déjà cette partie-là. Donc on fait ce qu'on a envie de faire. On ne se pose pas la question de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que c'est ça qui va faire vendre. On fait, voilà. Donc déjà, première chose. Et ensuite, notre projet à nous, c'est de renouer. Alors est-ce qu'on est un intermédiaire, etc. C'est compliqué. En tout cas, nous, on veut renouer avec les fondamentaux du journalisme. On pense que dans la presse commerciale, la grande presse, et j'inclus là-dedans l'audiovisuel, etc. De plus en plus, on communique plus qu'on informe. C'est-à-dire qu'on fait... on produit des contenus lissés, formatés, qui peuvent séduire le plus grand public et les annonceurs, ou alors aussi, on est dans des rapports de soumission au pouvoir, quel qu'il soit, pouvoir économique, pouvoir politique, voilà. Et donc nous, on essaye de s'abstraire de tout ça. Finalement, de là où on est, on peut le faire plus facilement. Et finalement, on fait notre métier. On fait le métier peut-être que d'autres devraient faire ailleurs. Donc on enquête, donc on pose les questions qui peuvent déranger, donc on gratte. Donc nous, on fait un journal satirique et cette idée-là de satire, c'est ça, c'est-à-dire de faire un travail irrévérencieux, c'est-à-dire de ne pas avoir peur, de prendre le risque de mettre les pieds dans le plat. L'angle satirique, ça vous permet de faire des choses que d'autres ne pourraient pas se permettre, mais est-ce que ça peut être un désavantage parfois? Oui, ça peut être un désavantage, c'est-à-dire que c'est, par exemple, nous on fait vraiment un travail d'enquête, d'investigation, donc il y a une dimension sérieuse dans notre travail. On n'est pas un journal d'opinion au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas un projet de société à défendre, on n'est ni un parti à soutenir. On a des opinions, on pense que la neutralité n'existe pas, mais pour autant on n'est pas un journal d'opinion. Donc on va voir les gens avec lesquels on fait un travail journalistique, avec lesquels on est d'accord, pas d'accord. On essaie de chercher un peu, entre guillemets, c'est un bien grand mot, mais la vérité, hein, ou les vérités. Et donc c'est un travail un peu d'orfèvre. Et puis à côté de ça, on dit à nos dessinateurs, allez-y, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ils font des dessins des fois c'est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Donc on se fâche avec des contacts, avec des réseaux. C'est pas très grave, on est fâché. Et puis quelques mois plus tard, des fois ça va mieux, ils nous reparlent. Donc oui, des fois c'est quand même clairement une contrainte. Quel est l'avenir des médias indépendants, dépendamment ou indépendamment de la crise des médias? C'est compliqué, je pense qu'on est soumis, nous on n'est jamais très sûr de ce qui va nous arriver dans 2 ans, on n'en sait rien, dans 2 ans on ne peut pas y arriver, jusqu'à 2 ans. En même temps, ça va un peu mieux qu'il y a quelques années où c'était quelques mois, on n'arrivait même pas à savoir ce qui se passerait dans quelques mois. Il y a des choses qui nous inquiètent, par exemple, je disais qu'on était diffusé chez les marchands de journaux, et là il y a un système en France de distribution par une coopérative qui s'appelle Prestalis qui est en train d'exploser. C'était hérité de la Libération, de la dernière guerre.
il y avait un système qui permettait de mutualiser, d'assurer que tous les titres pouvaient être diffusés chez les marchands de journaux, quels qu'ils soient. Et ça, c'est engorgé, ça ne fonctionne plus. Et on le voit, c'est plus difficile aujourd'hui pour nous d'apparaître et d'accéder à des lecteurs dans ce réseau-là que ça n'était il y a 10 ans. Donc là, on a des gros soucis comme ça, on n'en sait trop rien. Après, notre expérience prouve que les médias sont en crise, mais peut-être que des médias comme les nôtres, justement, parce qu'ils font différemment, parce qu'ils proposent quelque chose de différent, et parce qu'aussi les gens qui les font sont très motivés, il y a beaucoup de motivation, arrivent parfois à passer au de la crise, alors que des grosses machines qui sont parfois même pensées que pour faire de l'argent, finalement peuvent se casser les dents à un moment donné, se briser d'un coup. Voilà. On pense que il y a aussi, il y a la question de la crise économique, mais il y a aussi la crise de la presse écrite. Nous, on est un média écrit. Il y a une problématique spécifique à la presse écrite, et on est dedans. Même si on est un média alternatif écrit, il y a des contenus gratuits partout, il y a des propositions intéressantes sur Internet, il y a la télé, il y a la radio, tout va très vite, l'information circule différemment, il y a les blogs, il y a des gens qui se prennent en main aussi, qui informent différemment sans passer par les journalistes classiques. Moi, je suis convaincu qu'on a quand même besoin de médias, de cette profession, de journalistes qui font leur boulot peut-être différemment, mais qui font un travail de recoupement, d'information. Ça prend du temps. Et donc, c'est un métier, en fait, qu'on ait fait une école ou pas, d'ailleurs, peu importe. Et ça, je crois qu'on en a besoin. C'est aussi la crise des médias, le symptôme d'une autre crise, qui est la crise de la démocratie, de nos démocraties dans nos pays développés. Voilà, donc tout ça est mêlé, et c'est vrai que le sort de la presse, et même de la presse indépendante, est aussi le symptôme de la bonne santé, de la mauvaise santé, de la démocratie. Le paysage médiatique indépendant compte de nombreuses stations de radio. Parmi celles-là, Radio Grenouille, une radio libre et associative de Marseille, créée en 1981. En voici donc le portrait réalisé par Catherine Fortoso et Jordan Izquierdo. Bienvenue, aujourd'hui nous sommes à Marseille, la Friche, Belle de Mai, nous allons vous présenter la radio Grenouille. Média libre, média de l'espace culturel et création du son, nous essaierons d'en voir un peu plus sur cette radio Grenouille. Alors, je m'appelle Julien Kirsch, j'ai 28 ans. Je suis chargé de projet, donc je m'occupe de projets, principalement d'un projet qui s'appelle Radiolab, qui est une plateforme d'initiation et de perfectionnement aux pratiques radiophoniques à destination des étudiants. Les valeurs de la radio, alors la première, ce serait la liberté quand même. Il y a quand même une recherche de liberté, une liberté de ton, de parole, de sujet. Le partage, on essaye d'être sur plusieurs tableaux, c'est-à-dire être à la fois dans le proche, dans le local, mais aussi être ouvert au monde. Enfin, je dirais la transversalité. Grenouille n'est pas qu'une radio, mais il faut savoir que c'est deux associations qui fonctionnent ensemble. L'association des Amis du Théâtre Tourtski, voilà, ça c'est l'antenne Radio Grenouille, et il y a l'association Euphonia. Et donc ces deux associations fonctionnent ensemble, et on porte des projets qui ne sont pas à proprement parler de la radio telle qu'on l'entend. Alors Radio Grenouille s'inscrit dans le champ des radios libres, dans le sens où c'est une radio non commerciale. Il y en a quand même beaucoup en France. Ce sont des associations qui ont des subventions, et donc elles ont aussi des missions d'intérêt général. Bon, ce modèle est en train quand même d'être mis à mal. Il y a de moins en moins d'argent dans la culture. On va vers une transformation. Le modèle qui existait n'est pas éternel. Les radios dans les années 80, à la libération des ondes, c'était des radios associatives, voire pirates. Et puis après, se sont montées en association. Elles ont eu de l'argent pour faire ce qu'elles faisaient. Et au début, les associations se présentaient auprès d'une collectivité et disaient voilà, moi je veux faire ça. Et la collectivité, si elle était d'accord, donnait de l'argent. Aujourd'hui, ça se transforme, enfin avec le temps, ça fait quand même 30 ans, les choses ont changé et les collectivités imposent des missions
des axes, des angles donnés, précis. Et donc il faut les respecter, il faut trouver, il faut modifier ces cadres. Et à la base, on se retrouve à faire des choses qui ne sont pas forcément dans notre corps de métier à proprement parler. Alors, Radio Grenouille est aussi indépendante. On n'a pas de compte à rendre sur nos contenus. On n'est pas encarté politiquement. On n'est pas dépendant d'une structure en particulier. Radiolab, c'est une web radio. Donc on met toutes nos productions sur un site internet, radiolab.fr. En fait, en général, on part sur un thème. On a fait Halloween, on a fait médiéval pour l'instant. Et voilà, pendant 1 heure, on fait des chroniques, des interviews sur ce thème, une programmation musicale, enfin une vraie émission pendant 1 heure. Pour aider la grenouille ou adopter un tétard, rendez-vous sur www.radiogrenouille.com. C'est maintenant la fin de ce 360. N'hésitez pas à commenter l'émission sur le site de haut2zone.tv où vous trouverez aussi toutes nos vidéos. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires et suggestions à l'adresse redac.haut2zonetv@gmail.com. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!